Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre en fait pour ce dernier lundi du CEP qui clôture donc l'année 2023. Alors ne vous inquiétez pas, vous nous retrouverez l'année prochaine sur ces événements qui sont donc 100% gratuits et qui sont des webinaires qu'on vous propose. Et qui sont proposés en fait par des professionnels qui vous permettent de découvrir en fait les dispositifs d'évolution professionnelle. Donc bienvenue à tous. Quelques règles et consignes avant de rentrer dans le vif du sujet. Comme vous avez pu le constater, vous avez deux onglets. Vous avez un onglet chat et un onglet questions. Ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser l'onglet questions quand vous avez des questions pour qu'on puisse justement y répondre. Alors, soit tout au long du webinaire, soit en fin de webinaire. Ça va dépendre un petit peu les questions que vous serez amenés à poser. Et vous avez aussi la possibilité de voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Ça permet de faire remonter en fait les questions les plus importantes dans la liste et du coup de les traiter en priorité. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc, encore une fois, bonjour à tous. Les lundis du CEP, donc, ce sont des webinaires qui sont destinés aux salariés et aux indépendants et qui sont créés par le réseau du Conseil en évolution professionnelle. Vous avez donc des webinaires qui sont en ligne, qui sont 100% gratuits sur des thématiques de l'évolution professionnelle et qui sont tous les 15 jours et non pas hebdomadaires comme il est indiqué là, qui sont animés donc par des professionnels avec des replays qui sont disponibles et vous avez l'adresse notamment qui est mentionnée ici sur la slide. Donc vous n'aurez pas le PowerPoint à disposition, je le dis parce que c'est souvent une question qui est posée, mais par contre vous aurez la possibilité de revoir ces webinaires à l'adresse que vous avez ici indiquée, donc www.mon-service-cep.fr/les lundis du CEP. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui concerne les indépendants et plus particulièrement les artisans et les commerçants. Je laisserai les personnes qui m'accompagnent pour animer ce webinaire en dire bien davantage. Et on va parler plus particulièrement des dispositifs de formation et de financement concernant la formation professionnelle continue, bien évidemment. Je vais laisser la parole donc à Elodie et Timothée pour qu'ils puissent se présenter. Je profite juste pour vous dire que moi, je suis Carole de Lampugnani. Je suis manager du régional du Conseil en évolution professionnelle pour la région PACA, mais c'est un webinaire qui s'adresse évidemment à d'autres régions que la région PACA. Mais nous sommes aujourd'hui des représentants PACA, plus particulièrement, pour vous présenter ce sujet-là. Et je vais aussi donc prendre quelques minutes après pour vous présenter ce qu'est le Conseil en évolution professionnelle et faire le lien justement avec la présentation du jour. Je donne la parole à Elodie et Timothée pour qu'ils puissent se présenter. Merci Carole. Donc pour ma part, Elodie Simino, donc agent chambre de métier et de l'artisanat, plus principalement conseillère en formation, en charge du développement de la formation continue au sein de la chambre de métier et de l'artisanat de région PACA basée sur Avignon. Et moi, donc Timothée Rodrigue, donc je suis à la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, rattaché du coup à la CCI territoriale de Nice. Et moi, je suis conseiller sur toute la partie, donc j'oriente principalement les professionnels sur toute la partie création, reprise et ensuite développement des entreprises. Merci à tous les deux. Je reprends la parole pour vous parler en quelques minutes du service du conseil en évolution professionnelle. Alors, pourquoi vous présenter le CEP? Parce qu'en fait, dans le cadre des interventions que vous allez avoir aujourd'hui, les personnes ici présentes vont évidemment vous parler de la création de la reprise d'entreprise parce qu'ils sont experts du sujet. Mais c'est vrai que vous avez du coup la possibilité aussi de bénéficier d'un accompagnement par le biais du conseil en évolution professionnelle. Alors,
je parle d'accompagnement, mais ça peut être aussi un conseil, tout simplement. Comme vous le voyez à l'écran, ça peut être un processus d'appui ponctuel, si vous vous posez des questions sur votre évolution, mais ça peut être aussi un accompagnement un petit peu plus long, un peu plus important, si vous envisagez d'élaborer, de formaliser, voire de mettre en œuvre, une stratégie qui vise l'évolution professionnelle. Et parmi les questions d'évolution professionnelle, on va le voir un tout petit peu après, il y a des questions aussi de création ou de reprise d'entreprise, mais pas que. Donc, sur la partie conseil en évolution professionnelle, c'est un service qui est 100% gratuit et ce qu'on appelle aussi confidentiel. Il y a une forme de neutralité aussi, d'accessibilité, puisqu'on est répartis sur toute la France. Et donc, vous habitiez aujourd'hui en PACA, en Rhône-Alpes, en Bourgogne-Franche-Comté ou même ailleurs, vous avez la possibilité de bénéficier aussi de ce service et une notion d'impartialité aussi dans les différents projets sur lesquels on sera amené à travailler avec vous. Aujourd'hui, le conseil en évolution professionnelle, il est destiné à tous les publics, enfin presque tous. Il y a que la fonction publique qui aujourd'hui ne fait pas partie des publics qui peuvent solliciter le CEP. Mais après que vous soyez salarié, indépendant, demandeur d'emploi, jeune, en reconnaissance travailleur handicapé, cadre, non cadre, vous allez pouvoir bénéficier du conseil en évolution professionnelle. La seule différence, c'est que vous allez peut-être pas vous adresser forcément au même opérateur. Donc, nous, aujourd'hui, Réseau EVA, Groupement Évolution, Antea, Axis, BGE, toutes les personnes que vous avez ici à l'écran sur votre gauche accompagnent plus particulièrement les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants. Si vous êtes cadre, que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi, vous allez pouvoir vous adresser plus particulièrement à l'APEC. Ceci étant, si vous frappez à notre porte, on sera en mesure de pouvoir vous aider le cas échéant, et si on ne peut pas, on vous réorientera de toute façon vers votre opérateur. Idem pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi, l'opérateur CEP référent sera davantage Pôle emploi. Et c'est pareil, si vous frappez à notre porte et qu'on ne peut pas vous accompagner, on vous réorientera vers Pôle emploi le cas échéant. Pour les missions locales, donc moins de 26 ans, vous allez plutôt dépendre d'eux. Et pour ce qui est des personnes qui sont en situation de handicap, c'est plutôt Cap Emploi qui est votre opérateur référent, notamment si votre santé est un frein à l'évolution professionnelle. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si vous avez une problématique de santé, quelle qu'elle soit, mais que du coup, elle n'est pas un frein à votre évolution, vous pouvez aussi tout à fait venir rencontrer les opérateurs CEP qui s'occupent des salariés du secteur privé et des indépendants. Aujourd'hui, vous pouvez mobiliser un CEP, comme je le disais tout à l'heure, parce que vous avez un projet de reprise ou de création d'activité et que vous avez besoin qu'on puisse vous accompagner pour échanger avec vous sur ces intentions-là, sur cet objectif, et vous accompagner aussi dans les démarches que vous aurez à faire, notamment aussi les rencontres que vous allez pouvoir avoir avec les spécialistes de la création qui m'accompagnent aujourd'hui. Mais vous pouvez aussi nous solliciter parce que vous avez un projet de reconversion qui ne passe pas forcément par un projet de création de reprise, ou parce que vous visez l'acquisition d'une certification professionnelle et que vous avez besoin de passer par une formation, d'acquérir un diplôme et que vous ne savez peut-être pas forcément encore quel est le diplôme que vous souhaitez passer, ou au contraire, vous en avez une idée précise et vous avez plutôt besoin qu'on vous accompagne sur les moyens de financement, par exemple. Comment vous allez pouvoir mobiliser un financement pour faire la formation qui vous intéresse. Ça peut être aussi pour des questions d'évolution classique ou encore parce que vous avez des interrogations par rapport à votre équilibre vie personnelle, professionnelle, ou encore parce que des questions de santé se posent et que ces questions de santé ne sont pas forcément un frein à votre évolution, mais elles vous amènent à devoir quand même vous questionner sur votre évolution professionnelle. Ça peut être le cas aussi des personnes qui rencontrent une usure professionnels qui sont amenés à devoir peut-être ou changer le métier ou en tout cas revoir comment ce métier peut être exercé. Ça peut être aussi un motif aujourd'hui de sollicitation du conseil en évolution professionnelle puisqu'il y a des dispositifs qui vous permettent aujourd'hui de vous former aussi dans ce cadre-là.
Et puis, ça peut être aussi pour des personnes qui ont besoin d'évoluer, alors en termes d'emploi, c'est-à-dire de rechercher soit un nouvel emploi, soit de mener une stratégie de mobilité en interne et de pouvoir être aidé, notamment dans la façon dont dont vous allez pouvoir présenter ce choix à votre employeur, peut-être même dans le cadre des entretiens professionnels. Donc, on peut vous aider aussi dans la préparation de ce type d'entretien. Donc, vous l'avez compris, les questions d'évolution, c'est un champ très, très large et le CEP peut vous accompagner dans toutes ces démarches-là avec soit un conseil one-shot, soit un accompagnement qui peut aller, comme vous le voyez à l'écran, jusqu'à 12 mois et dans lequel vous avez un parcours itératif qui vous permet de faire des allers-retours et du coup de solliciter un conseiller autant de fois que vous le souhaitez et tout au long, en fait, de votre parcours professionnel. Donc, vous avez la possibilité de nous solliciter à plusieurs reprises, que ça soit pour du court terme ou du plus long terme. Et enfin, pour terminer sur le CEP, si aujourd'hui vous souhaitez nous rencontrer, vous avez deux moyens. Soit vous passez par notre site internet, dans la rubrique « Je m'informe et je prends rendez-vous », site que vous avez à l'écran, mon-cep.org. Soit vous avez la possibilité de nous contacter par téléphone via le numéro que vous avez ici à l'écran, 09 72 01 02 03. La plateforme est ouverte tous les jours, y compris le samedi, donc tous les jours de 8h à 19h, et le samedi de 9h à midi pour les personnes qui seraient en activité et qui ne pourraient pas nous contacter forcément en jour de semaine. Voilà, donc j'en ai terminé sur la partie CEP. Je suis ravie d'être accompagnée aujourd'hui par la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers de l'artisanat qui vont vous parler du sujet pour lequel ils sont conviés. Et je laisse la main à, je crois que c'est Timothée qui démarre, me semble-t-il. Effectivement, c'est moi qui démarre. Merci Carole. Donc déjà, pour commencer, on va reprendre une petite présentation de la CCI. Je ne vais pas faire très long. Peut-être certains qui sont là et qui nous écoutent connaissent déjà un peu les dispositifs CCI. Mais globalement, la Chambre de commerce des industries est donc une chambre qui est consulaire, gérée par des élus qui sont des chefs d'entreprise locaux par territoire, sachant que toutes les CCI sont organisées avec toujours une CCI régionale. Par exemple, en PACA, vous avez une CCI régionale qui est à Marseille et ensuite des CCI territoriales qui viennent mailler les territoires en fonction des départements. Alors après, dans différentes régions de France, vous avez des fois une CCI par département. C'est le cas notamment de la région Côte d'Azur, où vous avez les CCI qui maillent tous les départements, et parfois dans des régions où il y a peut-être une activité entrepreneuriale ou au niveau des entreprises qui est moins poussée, ou du moins vers lesquelles la Chambre des commerces et d'industrie a moins d'impact. Des fois, il y a certains départements où certaines CCI ont fusionné. Donc vous avez plus ou moins de CCI en fonction des territoires, mais elles viennent vraiment mailler l'intégralité du territoire français. Le but de ces CCI, alors il y en a plusieurs, il y a beaucoup de missions, beaucoup de choses qui ont été mises en place au fil des années, mais globalement, les missions territoriales, donc des CCI sur les territoires, sont celles qui sont affichées à l'écran. Donc effectivement, Carole en a parlé, il y a tous les sujets qui touchent la création et la reprise d'entreprise, ainsi que la transmission. Donc là, géré souvent par les pôles, ce qu'on appelle les pôles entreprendre de la CCI, où là, vous avez des dispositifs de formation, notamment par exemple une formation nationale qui s'appelle les 5 jours pour entreprendre, qui est développée sur tout le territoire, en présentiel ou en distanciel suivant les territoires, et qui viennent assister toutes les démarches de création et de reprise d'entreprise. Ensuite, vous avez toutes les activités qu'on va appeler du business développement, avec booster son business dans différents domaines, que ce soit le commerce. Vous pouvez avoir accès, vous avez donc pour tous les commerçants des accompagnements qui sont accessibles et des formations pour les commerçants aussi. Vous avez tout ce qui est industrie, qui sont les 2 missions régaliennes des chambres de commerce et d'industrie en France. Et ensuite, vous avez divers services qui sont développés suivant les CCI régionales et territoriales. Il y a certaines, par exemple, qui n'ont pas l'ensemble des services, étant donné qu'elles n'ont pas un nombre d'adhérents à la CCI qui est très élevé, mais la plupart proposent la majorité de ces services, avec la partie conseil et formation dans tout ce qui est développement durable, export et import dans tout ce qui est commerce international. Vous avez les dispositifs de financement. Certaines CCI fonctionnent avec des dispositifs de financement type levée de fonds Business Angels, pour ceux qui seraient intéressés peut-être plus tard dans des processus de développement d'entreprise. Sur de la formation, bien évidemment, qui est le sujet du jour,
où là, il y a plusieurs piliers de la formation sur les CCI territoriales et régionales. Et après, sur tout ce qui concerne les formalités, donc tout ce qui est immatriculation, radiation, changement de domiciliation, changement d'activité, ainsi que toutes les informations économiques. Certaines CCI ont des observatoires. Les principales ont notamment des observatoires sur l'immobilier et l'urbanisme, et des fois sur l'observatoire économique, notamment pour la région PACA, vous avez l'observatoire Sirius qui est là pour donner pas mal d'informations de type économique, et vous avez des portails data de plus en plus dans toutes les CCI régionales qui sont en cours d'élaboration. Je crois qu'actuellement, vous avez la CCI Île-de-France, la CCI régionale PACA et la CCI régionale Aquitaine qui ont lancé des portails data qui vous permettent de trouver un certain nombre de données qui peuvent être utiles à vos prises de décision en entreprise pour tous les indépendants. Voilà un peu pour les missions des CCI qui peuvent être diverses, variées, qui sont plus ou moins structurées différemment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les CCI territoriales ont un certain champ d'action, une certaine liberté par rapport à ces services régaliens et ceux qui ont été développés par la suite. Et des fois, dans certaines CCI, vous n'avez pas certains services. Je ne peux pas tous vous les lister parce que ce sera demanderait 3 heures de présentation et c'est pas le temps qu'on a ce matin et c'est pas le sujet non plus. Et je laisse la parole à Elodie pour la partie présentation de la CMA. Merci Timothée. Donc, en ce qui concerne les chambres de métiers et de l'artisanat, plus communément appelées CMA, donc elles sont en charge d'assurer la représentation et le développement de l'artisanat. En quelques chiffres, donc le réseau CMA est constitué de 21 établissements publics avec une tête de réseau national appelée CMA France, 18 établissements régionaux et 2 établissements de droit local. Donc avec 300 points de contact, dont 137 CFA au sein desquels exercent près de 11 000 collaborateurs. Les chambres des métiers et de l'artisanat sont administrées par 2500 artisans élus qui sont eux-mêmes donc effectivement élus par leurs pairs, par des artisans eux-mêmes et qui du coup assurent un véritable maillage territorial et sont en charge de la défense des intérêts des artisans. Donc l'artisanat joue un rôle majeur en tant que première entreprise de France dans le développement économique français, avec plus d'1 800 000 entreprises artisanales représentées, 3,1 millions d'actifs, dont aujourd'hui 23% sont des femmes. Donc c'est vous dire l'importance capitale que revêt l'artisanat en France. Au niveau des missions principales des CMA, donc j'en ai identifié 3 grandes. Donc l'accompagnement au développement et à la transformation des entreprises artisanales. Donc que ce soit d'un point de vue administratif au travers d'accompagnement en formalité, qu'économique et aussi bien en ce qui concerne l'intégration d'enjeux sociétaux tels que la transition numérique des entreprises et on va dire tout ce qui est développement durable, donc l'impact qu'a le développement durable aujourd'hui. Nous avons également à cœur de favoriser le dynamisme économique en mobilisant les acteurs donc pour créer de la cohérence à l'action collective au niveau national. Donc ça passe par le partenariat avec des collectivités locales et territoriales et la signature de chartes de proximité en faveur de l'artisanat. Et enfin, répondre aux besoins et aux enjeux de compétences des territoires au travers de formations professionnelles. Et donc là, ça passe à la fois par la formation initiale au travers de la promotion de l'apprentissage qu'en ce qui concerne la formation continue, donc formation tout au long de la vie des entreprises. Donc là, si vous voulez, au niveau réseau consulaire, ça vous a permis de poser un peu les jalons de nos responsabilités respectives. Et ensuite, donc mon collègue Timothée va vous parler en fait du public auquel nous sommes liés, donc à savoir les indépendants. Merci. Elodie, donc au niveau des indépendants, bon, je vous ai mis une petite définition, mais c'est toute personne, travailleur qui exerce une activité économique en étant à son propre compte, quelle que soit la forme juridique qu'il emploie. L'idée, c'est d'être bien sûr une personne qui est autonome dans sa gestion, son organisation, le choix de ses clients, dans la tarification de ses prestations, même si sur certaines activités, vous avez certaines tarifications qui sont réglementées. Et après, bien sûr, il n'est pas lié par un contrat de travail avec une autre entreprise. Il peut être lié par un contrat de freelance, un contrat de sous-traitance, mais jamais un contrat de travail. Et bien sûr, il n'existe
n'existe pas de lien de subordination entre un travailleur indépendant et un donneur d'ouvrage. Tout ça, c'est bien sûr le réseau des travailleurs indépendants. Et si vous êtes dans une de ces conditions, la première chose, c'est que forcément, vous êtes immatriculé. Alors, le registre du commerce et des sociétés, le RCS, dont dépend, notamment les CCI ont une grosse activité sur le RCS. Là, donc, il peut y avoir toutes les activités indépendantes du commerce et toutes les activités qui sont en forme juridique des sociétés. Alors, on reviendra après sur cette forme juridique-là. Vous avez aussi le répertoire national des entreprises, RNE, le registre des agents commerciaux. Vous avez aussi le registre, bien sûr, de la chambre des métiers et de l'artisanat. Et après, voilà, en fonction de votre activité, de la nature de votre activité, vous êtes forcément immatriculé à un registre. Et depuis cette année, le 1er janvier 2023, aujourd'hui, on a le système du guichet unique qui a centralisé l'ensemble des demandes de création d'entreprise. Donc aujourd'hui, les chambres continuent de proposer de l'assistance aux formalités et de l'aide à la création, mais aujourd'hui, quasiment tous passent par un registre unique, même si ces registres différents existent encore et sont gérés ensuite par différents organismes. La deuxième chose, bien sûr, c'est d'être dirigeant d'entreprise, quelque chose que je dis tout le temps, vous avez forcément votre activité technique, qui est plus ou moins exigeante, et en plus, vous êtes tous, du moins ceux qui sont indépendants, dirigeants d'entreprise, chefs d'entreprise, ou peut-être vous le serez pour ceux qui n'ont pas encore créé leur entreprise et qui seraient dans cette démarche. Vous avez aussi donc forcément une activité commerciale ou artisanale qui peut relever du régime micro-social. Donc là, on parle des micro-entreprises qui ne sont pas toutes enregistrées au registre du commerce et des sociétés. Et ensuite, bien sûr, vous avez le fait que, en tant qu'indépendant, vous pouvez vous fixer vous-même vos conditions de travail, à moins qu'elles ne soient définies au terme d'un contrat que vous auriez passé avec un donneur d'ordre ou une société indépendante, qu'elle soit du public ou du privé. Ici, je vous ai mis un petit récapitulatif des différents statuts. Donc, en fonction, donc si vous êtes une entreprise, donc format société, donc les SARL, les EURL, les SAS ou les SASU. Et ensuite, forcément, si vous êtes en entreprise individuelle, commerçant ou artisan, ou en entreprise individuelle relevant du régime des professions libérales, réglementées ou non. Globalement, dans tous les cas, dans le cas des entreprises individuelles notamment, vous exploitez ce qu'on appelle en fonds propres, c'est-à-dire que juridiquement l'entreprise porte votre nom et vous relevez du régime des TNS ou des micro-TNS, TNS pour travailleurs non salariés, donc les micro-entreprises, les micro-TNS et les TNS qui sont les entreprises individuelles au réel ou ceux qui sont peut-être en régime à l'impôt sur les sociétés. Ensuite, vous avez les assimilés salariés pour les SAS ou SASU. Donc les SASU, c'est simplement la forme unipersonnelle de la SAS, donc c'est-à-dire à associé unique. Et là, le président de SAS, donc celui qui est en SASU est forcément président. Et pour les SAS où il y a plusieurs associés, la personne qui détient le mandat de présidence relève du régime des assimilés salariés. Pour les SARL et les EURL, donc le EURL, c'est la contraction unipersonnelle du régime de la SARL, où là, le gérant qui est majoritaire, donc qui détient la majorité des parts de l'entreprise, est forcément TNS. Alors en EURL, comme il est seul, il a forcément la majorité. Et en SARL, le gérant majoritaire est TNS et les autres, s'il y a de la cogérance, qui sont minoritaires ou égalitaires en termes de parts, peuvent relever et relèvent du régime des assimilés salariés, sauf contre-indication particulière. Bon voilà, les indépendants, c'est tout ça. Tous ceux qui, sûrement la majorité, je pense, d'entre vous. Et si vous êtes dans un processus de création d'entreprise, vous allez vous orienter vers un de ces deux statuts d'associés, à savoir les TNS ou les assimilés salariés, en fonction du régime juridique de l'entreprise que vous aurez choisi. Voilà un peu pour le spectre de qui sont les indépendants. Et bien sûr, vis-à-vis de ça, vous avez tout un système qui existe aujourd'hui, avec toute une partie bien sûr de financement des formations auxquelles vous aurez droit, étant donné qu'aujourd'hui les salariés ont accès au compte formation, au compte CPF, et bien sûr en tant qu'indépendant, alors vous êtes sûrement pour la plupart déjà été salarié, vous avez peut-être encore de l'argent sur votre CPF, mais il y a un fonds qui va venir à se tarir, bien sûr si vous n'exercez pas d'activité salariée. En ce qui concerne la CCI, pour les offres de formation, aujourd'hui, il y a 5 grands piliers. Je ne vais pas les détailler, ce serait un peu trop long. Mais globalement, vous avez accès à des formations sur la partie formation continue,
Vous avez aussi des formations certifiantes type bachelor, des questions d'orientation professionnelle. Vous avez de l'enseignement supérieur et vous avez des CMA avec des formations par l'apprentissage aussi qui sont disposées sur tout le territoire. Alors après, vous avez, suivant les CCI, plusieurs disparités en termes d'offres de formation. Vous pouvez retrouver l'ensemble des offres de formation sur le site de CCI France qui sont ensuite dispatchées en format local ou régional. Et après, donc, sur tout ce qui est la formation continue, vous avez toutes les formations à la création et à la reprise d'entreprise, qui sont les principaux sujets. Vous avez aussi les formations à la cybersécurité, à l'intelligence économique, la veille stratégique. Après, vous avez les formations bachelor, les centres de formation avec les CFA. Par exemple, si je donne l'exemple de PACA, vous avez un campus sud dans la région niçoise qui forme à plusieurs métiers liés, par exemple, à l'automobile, à l'esthétique, etc. Et vous avez ensuite toutes les questions d'orientation professionnelle et notamment les CEP. Pour certains, vous pouvez avoir des conseillers qui sont rattachés au CEP au sein même de certaines chambres consulaires, que ce soit CMA ou CCI. Ce qu'il faut retenir de ces 5 piliers, c'est que vous pouvez avoir accès à ces différentes formations, que vous soyez alors en création d'entreprise, mais surtout pour tous ceux qui sont déjà en activité, vous pouvez avoir accès à certaines certifications et dans plusieurs cas, les dispositifs mis en place par la CCI sont subventionnés, même dans la majorité des cas, ce qui fait que vous pouvez avoir accès à des formations à des coûts bien plus intéressants, des fois même pris en charge à 100%, par certaines OPCO et certains organismes de financement. Et après, à vous, bien sûr, de mobiliser différents dispositifs pour pouvoir financer les compléments ou les financer par vous-même pour certains autres qui ne sont pas accessibles sur les parties dispositifs parce que peut-être pas certifiants, peut-être pas forcément reconnus dans tous les parcours, mais globalement, vous avez quand même une offre de formation qui est assez complète et qui vous permettra de retrouver globalement, là où vous avez envie de progresser, peut-être là où vous avez envie d'être performant dans le cadre de vos activités indépendantes, peut-être dans le cadre de vos réorientations professionnelles. Et la CCI peut être là pour vous accompagner dans tous les métiers majoritairement qui touchent au commerce et à l'industrie. Au niveau des chiffres, je vous donne quelques chiffres très rapidement. Donc ça, c'est pour l'offre de formation qui concerne 400 000 jeunes et adultes formés par an. Vous voyez une majorité de salariés, une partie d'indépendants, des demandeurs d'emploi, des étudiants auprès des CFA, des établissements de formation. Et vous avez notamment 106 points d'orientation sur la formation disposés sur le territoire que vous pouvez retrouver sur le site de CCI France. Et après, il y a différentes écoles, des écoles d'ingénieurs, des écoles de management et des écoles de commerce dont la CCI est la principale actionnaire ou partenaire. Donc, à mon niveau, au niveau des chambres de métiers et de l'artisanat, toutes les chambres de métiers et de l'artisanat ont des centres de formation continue. Donc, j'ai pris le parti aujourd'hui de vous parler spécifiquement des centres de formation continue et de laisser de côté la formation initiale liée à l'apprentissage, puisqu'aujourd'hui, on va parler des indépendants. Donc, les centres de formation continue des chambres des métiers et de l'artisanat sont en charge de concevoir une offre de formation qui doit répondre aux besoins des entreprises des territoires, c'est-à-dire qui sont issus des remontées de terrain. Donc, nous avons à la fois des formations qui permettent l'adaptabilité aux enjeux économiques auxquels les indépendants font face et des formations qui permettent de développer les compétences, donc des formations certifiantes à la création-reprise d'entreprise, des formations courtes transversales, c'est-à-dire qui s'adressent à tout corps de métier, puisqu'il faut savoir que les chambres de métier de l'artisanat couvrent plus de 510 activités diverses artisanales avec 210 métiers. Donc, c'est quand même très important en termes d'hétérogénéité d'activité. Donc, nous avons des formations adressées à tout corps de métier, donc sur la comptabilité gestion, le commercial marketing, les réseaux sociaux, création de sites web, etc., etc. Nous avons également des formations courtes réglementaires métiers qui s'adressent à certaines activités qui sont soumises à des obligations réglementaires. C'est le cas pour l'hygiène alimentaire et le permis d'exploitation pour vous permettre, en tant qu'indépendant, de vendre des boissons alcoolisées. Donc, toutes ces formations sont disponibles en version présentielle, donc sont dispensées en présentiel, mais également pour certaines d'entre elles à distance. Et nous allons développer également de plus en plus des formations digitalisées.
Nous avons également, enfin, des formations qui permettent de valoriser des savoir-faire et de reconnaître des métiers au travers de formations diplômantes, notamment le brevet de maîtrise, et également des bilans de compétences avec également la validation des acquis de l'expérience. Alors, j'ai vu Merci Odile. qu'il y Alors, avait on a une peut-être... question en direct. Je peux y répondre rapidement. Donc une personne qui dit: «Je suis en activité en libéral depuis 31 ans. À ce jour, je souhaite m'installer en tant qu'artiste créateur. Est-il possible de faire une adjonction d'activité?» Alors cela dépend, si c'est une profession libérale réglementée ou pas et de votre statut juridique. Si vous êtes en micro-entreprise, par exemple, ou en entreprise individuelle, vous pouvez tout à fait faire une adjonction d'activité et cumuler des activités de nature différente, ce qui n'est pas forcément possible sur certaines autres formes juridiques. Voilà, si je peux répondre à cette question-là, je sais pas ce que ça vous convient. Désolé Élodie. Pas de problème, donc a priori, je pense que ça a répondu à la question. Donc sans transition, effectivement, une fois que vous avez donc connaissance de l'offre de formation de nos réseaux consulaires, Chambre des métiers et de l'artisanat et Chambre de commerce et d'industrie, la première question qui va se poser rapidement, c'est comment vais-je pouvoir bénéficier d'un financement pour suivre une formation? Et donc, c'est là qu'interviennent en fait certaines étapes importantes dont il faut avoir connaissance. Donc, première étape importante, c'est faire appel à un organisme de formation certifié Calliope. Pourquoi? Parce que cette certification est un gage de qualité dans le processus d'élaboration de vos prestataires en formation, qui concourent à la formation continue. Donc voilà, faire appel déjà à un organisme de formation certifié Calliope parce que, indépendamment du fait du gage de qualité, cela va vous permettre d'actionner différents dispositifs de financement. Et deuxième étape importante, c'est d'être accompagné vis-à-vis des différents dispositifs de financement qui sont relativement nombreux et qui vont dépendre soit du statut de l'indépendant, donc nous avons parlé avec Timothée du travailleur non salarié ou de l'assimilé salarié, donc en fonction, les organismes de financement ne seront pas les mêmes. Les dispositifs vont également dépendre de la nature de l'activité principale de l'entreprise, mais également des compétences visées au travers de la formation, donc à savoir si la formation est certifiante, diplômante ou pas. Donc, nous avons 4 grands types de financement que l'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, un financement commun à tous les indépendants ainsi qu'aux salariés, donc le compte personnel de formation. Nous avons également les fonds d'assurance formation, donc qui sont à destination des indépendants travailleurs non salariés. Les opérateurs de compétences, donc les OPCO, qui financent aujourd'hui les formations des assimilés salariés, et le crédit d'impôt formation, qui est un dispositif permettant le remboursement de dépenses d'heures de formation pour certains dirigeants. Alors, avant de commencer sur les grands types de financement, est-ce que vous aviez potentiellement des questions sur l'offre de formation de nos réseaux consulaires ou est-ce que ça vous paraît clair pour tout le monde? Il n'y a pas de questions a priori, Élodie. D'accord. Bon, ben, du coup, je vais enchaîner. Donc, le compte personnel de formation, plus communément appelé CPF, donc avec une connotation malheureusement assez négative ces dernières années, compte tenu de fraudes, d'appels incessants en vue de mobiliser ses droits. Il faut quand même avoir connaissance que ce compte personnel de formation est important puisqu'il permet à toute personne d'acquérir des droits en formation dès l'entrée sur le marché du travail jusqu'à la date à laquelle les personnes font valoir leurs droits en retraite. Donc, autant vous dire que c'est un laps de temps assez important qui a tendance à s'accroître au fur et à mesure des années. Donc, l'objectif du CPF, c'est maintenir l'employabilité des personnes et sécuriser les parcours professionnels. Donc, à gauche, vous avez la page d'accueil du CPF, donc qui est disponible par l'intermédiaire du site
www.moncompteformation.gouv.fr, qui est un espace sécurisé dont dispose chaque indépendant. Donc, je vous invite à vous y rendre pour consulter vos droits en formation, c'est-à-dire l'enveloppe en euros que vous avez à disposition pour financer des formations éligibles. Ce CPF est alimenté de 500 € par an et plafonné à 5 000 €. Donc, l'alimentation pour les salariés se fait par l'intermédiaire de l'employeur. Pour les indépendants, c'est le réseau des URSSAF qui abonde chaque année de 500 € pour une activité complète, le CPF des indépendants. Et donc, plafonné à 5 000 €, c'est-à-dire qu'au-delà, donc une fois que vous avez atteint 5 000 €, il n'y a plus d'alimentation qui est opérée. Pour les personnes qui n'ont pas d'activité à temps plein, qui exercent partiellement, que ce soit des salariés ou des indépendants, le fonctionnement est le même. C'est une proratisation au niveau de l'activité partielle exercée. Et pour bénéficier d'une alimentation en tant qu'indépendant, vous devez effectivement être à jour de vos cotisations sociales et plus particulièrement de la contribution à la formation professionnelle en tant qu'indépendant. Si je peux me permettre d'ajouter un petit point, depuis notamment le début de l'année, pour ceux peut-être qui n'auraient pas encore allé sur le CPF, je pense, j'avais rappelé, mais effectivement, vous avez maintenant l'identité numérique qui sécurise votre accès et qui est plus ou moins contraignante. Et je vous invite à aller consulter le fonctionnement de cette identité numérique pour ceux qui voudraient bénéficier de formation et à le réaliser au plus vite pour que vous ne soyez pas bloqué quand vous voudrez effectuer des formations plus tard. Voilà, effectivement. Donc, ce que dit Timothée, c'est tout à fait vrai. Donc, déjà, toutes les formations ne sont pas éligibles au CPF, hein, il faut en avoir conscience. Seules sont éligibles les actions de formation dispensées aux créateurs, repreneurs d'entreprises, les formations certifiantes ou qualifiantes, donc c'est-à-dire les formations qui sont enregistrées auprès d'un répertoire national des certifications professionnelles ou d'un répertoire spécifique. Donc, également les bilans de compétences et les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience. Donc, ont été ajoutés également tout ce qui est préparation à l'épreuve du code de la route et l'épreuve du permis de conduire. Donc, toutes ces actions sont finançables par l'intermédiaire du CPF. Hein. Donc, le CPF est tout à fait consultable par tout indépendant. Seulement, depuis le début de l'année, effectivement, il y a eu une sécurisation renforcée du CPF, notamment pour faire face à toutes les fraudes qui ont eu lieu à cet endroit, avec notamment l'obligation de détenir l'identité numérique pour pouvoir se connecter via France Connect Plus et accéder à l'achat d'actions de formation. Donc, pour détenir l'identité numérique de la Poste, puisqu'elle n'est valable que par l'intermédiaire de la Poste, c'est très simple en termes de fonctionnement. Donc, deux possibilités, soit faire cette demande directement en ligne sur l'identité numérique de la Poste, en fournissant un certain nombre de documents validant votre identité, ou bien en bureau de poste, muni de votre carte nationale d'identité ou de votre passeport en cours de validité et de votre smartphone. Alors, si vous voulez vous rendre en bureau de poste, pas besoin de rendez-vous au préalable. Le mieux étant de télécharger 2 applications pour vous permettre que ça aille plus vite. Donc, Mon compte formation et l'identité numérique. Et globalement, que ce soit fait en ligne ou en bureau de poste, sous 48 heures, vous êtes titulaire de l'identité numérique. Donc, une fois que vous êtes titulaire de cette identité numérique, vous pouvez acheter de la formation depuis votre compte CPF. Pour aller plus loin, je vous ai mis en petit aparté l'article 212 de la loi de finances 2023 qui a introduit la possibilité d'un reste à charge pour les titulaires de CPF. Donc, pas d'inquiétude, simplement une sensibilisation. Le législateur a, dans la loi, évoqué la possibilité de faire participer les détenteurs de CPF pour racheter des actions de formation, c'est-à-dire, en clair, à l'avenir, si un décret d'application est déployé,
une personne qui aura 1 000 € d'enveloppe disponible au sein de son compte CPF et qui souhaite acheter une formation qui est moins onéreuse ou qui coûte 1 000 € devra, si le décret est voté, participer financièrement à l'action de formation, hein, au prix de la formation, quand bien même il aurait l'enveloppe à disposition dans son compte CPF. Donc encore une fois, voilà, c'est une sensibilisation, c'est pas encore le cas. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser la totalité de votre CPF pour acheter des actions de formation. Si vous avez l'enveloppe suffisante, il n'y a aucun reste à charge. Donc, est-ce que c'est clair pour le CPF ou vous aviez des questions ou des demandes complémentaires? Non? D'accord. Ah, attends. Pardon. Autant pour moi. Comment fonctionne la validation des acquis de l'expérience? À qui s'adresser pour reconnaître notre expérience? C'est pas tout à fait le sujet du jour. Alors bon, c'est pas grave si vous voulez. Dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, vous avez, alors notamment en chambre de métier, mais c'est peut-être valable aussi en CCI, des personnes en charge de l'accompagnement VAE. Et donc, il faut se diriger vers ces personnes-là pour monter un dossier de VAE, vérifier l'éligibilité selon votre profil pour effectivement valider les acquis de votre expérience. Donc, ça se fait directement avec les personnes qui sont en charge de cet accompagnement dans nos réseaux consulaires. Oui, c'est la même chose chez la CCI pour le coup. D'accord. Donc voilà, donc c'est de la même manière. La possibilité de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, que de toute façon, vous retrouverez aussi la plupart du temps chez les chambres consulaires. Mais vous avez aussi la possibilité de bénéficier d'un accompagnement CEP pour vous accompagner sur toutes ces démarches, puisque la VAE est en pleine réforme. Donc, il y a pas mal de choses qui bougent actuellement sur le sujet. Voilà, l'idée étant d'avoir le réflexe CEP, conseil en évolution professionnelle, qui est la porte d'entrée pour vous permettre ensuite de déclencher un certain nombre d'accompagnements du réseau consulaire, mais pas que. Ensuite, donc, nous allons parler maintenant des fonds d'assurance formation, donc, qui sont les financeurs des travailleurs indépendants non salariés. Donc, en contrepartie de la contribution à la formation professionnelle, donc CFP, à laquelle ils sont soumis et dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants non salariés peuvent donc sous condition bénéficier de financement total ou partiel de leur formation par ces fonds d'assurance formation. Donc je rappelle, les travailleurs non salariés, ce sont les dirigeants chefs d'entreprise en tant que micro-auto-entrepreneurs, entreprises individuelles au réel, EURL, donc gérance majoritaire, ou SARL, également gérance majoritaire. Donc le fonds d'assurance formation va être différent en fonction de la nature de l'activité principale de l'entreprise au sein de laquelle vous exercez. L'activité principale de l'entreprise est déterminée par le code APE ou le code NAF. APE, activité principale exercée, NAF, nomenclature des activités françaises. Donc en gros, certains parlent d'APE, d'autres vont parler de NAF. C'est la même chose. C'est le code d'activité principale de votre entreprise qui a été attribué par l'INSEE. Et donc, en fonction de l'activité principale de votre entreprise, vous allez être rattaché en termes de financement de vos actions de formation en tant que travailleur indépendant non salarié à différents organismes financeurs. Donc, pour les artisans, c'est le FAFCEA, donc Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanales. Pour les commerçants, c'est l'AGFIS, l'association de gestion et de financement des formations des chefs d'entreprise. Pour les professions libérales, c'est le FIFPL, Fonds interprofessionnel de formation des professions libérales. Et pour les exploitants agricoles, c'est VIVEA, donc le Fonds d'assurance formation des entrepreneurs du vivant. Donc à chaque fois, je vous ai mis les liens vers les sites dédiés parce que chaque FAF auprès duquel l'entreprise contribue donc, va avoir des critères de prise en charge différents. Donc, je vous invite à aller consulter chaque site du FAF auprès duquel vous contribuez. Et pour savoir quel est le fonds d'assurance formation auprès duquel vous contribuez en tant qu'indépendant non salarié, il vous suffit de télécharger en fait votre attestation URSSAF de contribution à la formation professionnelle.
Donc, sauf, évidemment, pour les entreprises nouvellement créées de moins d'1 an qui n'ont pas encore cette attestation mise à disposition parce qu'elles n'ont pas encore, voilà, elles n'ont pas encore contribué une année entière à la formation professionnelle. Donc, pour vous donner un exemple, donc, où trouver cette attestation CFP? Donc, pour les micro-auto-entrepreneurs, voilà, micro-auto, c'est la même chose. Hein. Je le rappelle, je l'ai mentionné ici parce que certains parlent d'auto-entrepreneurs, d'autres parlent de micro-entrepreneurs, mais on parle de la même chose. Hein. Donc, vous allez sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, là où vous réalisez les déclarations de chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel, dans la rubrique attestation. L'URSSAF met à disposition sur ce compte URSSAF, dans la rubrique attestation, un certain nombre d'attestations, dont l'attestation de contribution à la formation professionnelle. Hein, et donc, il faudra télécharger ce document-là. Pour les entreprises individuelles au réel, les EURL ou SARL à gérance majoritaire, de la même manière, sur votre compte URSSAF, dans la rubrique attestation, vous pouvez télécharger votre attestation de contribution à la formation professionnelle ou, voilà, si vous avez un comptable, vous pouvez effectivement faire la demande ou vous rapprocher de votre comptable pour avoir cette attestation. Donc là, au niveau visuel, c'est pas très, c'est un peu petit, je vous l'avoue, mais c'était pour vous donner un exemple en fait d'attestation, que ce soit pour un artisan ou un commerçant. Vous voyez bien, donc l'attestation porte le nom attestation de versement. Donc là, c'était un micro-entrepreneur dans les deux cas. Donc c'est tout ce qui est FAF, un fonds d'assurance formation, et vous avez l'année de contribution, le montant contribué, ainsi que l'identification du fonds d'assurance formation. Donc à gauche est notifié le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale, FAF-CEA, donc on a affaire dans ce cas-là à un artisan. Et vous avez à droite l'attestation de contribution à la formation professionnelle d'un commerçant où est fléché l'AGFIS en tant qu'organisme financeur. Donc, ce sont ces attestations-là qui vous permettent de savoir auprès de quel fonds de formation vous contribuez et au niveau duquel vous devez demander le financement de vos formations. Chose importante que je précise juste très rapidement, concernant les TNS, ceux qui ont peut-être entendu le terme SARLU, SARLU, c'est la même chose absolument que l'EURL. Et aussi, chose importante pour ceux qui vont changer de FAF, donc par exemple qui avaient une activité principale artisanale et qui passent sur une activité principale commerciale, ce qui peut arriver, c'est important de prendre contact avec le FAF référent avant le changement pour voir un peu les modalités, qu'est-ce qui va arriver si vous changez d'activité principale. Voilà, autre chose, pareil en complément. En général, les personnes qui exercent une activité, donc une double compétence, hein, artisanale et commerciale, en règle générale, c'est le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale qui est fléché. Hein. Donc le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale assure la prise en charge des formations des artisans et des artisans commerçants, hein, qui ont la double immatriculation. Hein. Mais voilà, c'est vraiment l'attestation CFP qui va vous définir, qui va vous permettre de savoir auprès de quel organisme financeur vous devez vous rapprocher. À savoir que chaque fonds de formation dispose de critères de prise en charge qui leur sont propres. Donc, c'est pour ça qu'il est utile d'aller consulter le site de chaque fonds d'assurance formation, parce que ce n'est pas la même chose qu'on soit artisan, commerçant ou profession libérale. Pour vous donner un ordre d'idée, le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale finance 100 heures de formation par an dans les secteurs du bâtiment, services et fabrication, et voilà, donne le droit de 54 heures de droit en formation pour le secteur alimentaire, sous réserve que les entreprises aient contribué à minima à hauteur d'1 euro en ce qui concerne la formation professionnelle. Donc, c'est quand même important en termes de droit. L'AGFIS, c'est un peu plus restrictif dans le sens où c'est le montant de votre contribution à la formation professionnelle qui va en fait conditionner les droits que vous avez dans le cadre de vos formations. Donc, si vous avez contribué moins de 10 euros en ce qui concerne la formation professionnelle, vous aurez une enveloppe de 500 euros qui vous sera octroyée par an. Si vous avez contribué davantage que 10 euros, vous pourrez prétendre jusqu'à 3 500 euros de prise en charge dans le cadre de vos formations. Et ensuite, pour des actions diplômantes, certifiantes, etc., il existe des prises en charge propres qui peuvent s'additionner.
Les contributions formation versées donc sur cette année, par exemple en 2023, vous donnent l'octroi de droits en formation sur l'année à venir, donc sur 2024. Il y a un principe de non-cumul des droits, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, il n'y a pas d'ajout en fait de droits en formation, c'est-à-dire qu'on ne cumule pas des droits. Il y a des droits qui sont octroyés chaque année, qui en fait sont conditionnés par les contributions versées l'année précédente. Donc, si vous ne les utilisez pas, ils sont malheureusement perdus. Donc, autant mobiliser vos droits, ne serait-ce qu'à minima, puisque vous y contribuez. Hein. En ce qui concerne les porteurs de projets, donc c'est-à-dire que la destination des personnes qui ont un projet de création d'entreprise ou pour les entreprises qui ont moins d'1 an d'exercice, il existe des financements possibles par ces fonds d'assurance formation sous certaines conditions, principalement liées à des contraintes d'immatriculation sous un certain délai. Hein. Par contre, les entreprises qui exercent depuis plus d'1 an et qui n'ont pas de contribution à la formation professionnelle, c'est-à-dire qui ont une attestation URSSAF mentionnant 0 € de contribution à la formation professionnelle, ça paraît logique, mais il faut le dire également, il n'y aura pas de financement réalisé par votre fonds de formation, donc soit des artisans, soit du commerce, soit des professions libérales. Hein. Le financement des fonds d'assurance formation est conditionné à la contribution à la formation professionnelle. Et du coup, effectivement, les chambres de métiers et les chambres de commerce et d'industrie peuvent vous accompagner dans le montage financier de vos dossiers de prise en charge au niveau des formations qu'elles dispensent respectivement. Donc, je vous invite à vous rapprocher de votre chambre consulaire, donc que ce soit la chambre des métiers de l'artisanat ou les CCI, hein, Chambre de commerce et d'industrie, pour consulter leur offre de formation directement sur leur site. Donc, vous avez un site national à chaque fois et des sites territoriaux sur lesquels sont déployées des offres de formation et pas d'inquiétude en ce qui concerne le montage des dossiers de prise en charge. Nous vous accompagnons, on ne vous laisse pas isolé de votre côté. Ensuite, nous avons les opérateurs de compétences, donc appelés OPCO, qui, eux, sont en charge de réaliser le financement des formations des salariés et assimilés salariés. Donc, ils sont au nombre de 11, donc c'est assez conséquent. Et ils ont donc pour mission, effectivement, donc d'accompagner les entreprises de moins de 50 salariés, donc ce qui est quand même les entreprises en majorité en France, hein, de moins de 50 salariés, les TPE, PME, et de financer donc cette formation. Donc, via le plan de développement des compétences, et c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de la formation continue, ou par également l'alternance au travers de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. Donc, au niveau du plan de développement des compétences, donc lorsque vous êtes indépendant assimilé salarié et que vous souhaitez suivre une formation, vous allez solliciter ce qu'on appelle le plan de développement des compétences. Donc, mais pour savoir déjà quel est l'OPCO auprès duquel vous êtes rattaché en tant qu'entreprise, puisqu'il y en a 11 et que c'est quand même assez complexe, il y a ce qu'on appelle un identifiant de branche collective applicable à votre entreprise qui va déterminer l'OPCO compétent. Cet identifiant de branche collective est lui-même déterminé par le code APE, hein, on l'a vu tout à l'heure, activité principale exercée de votre entreprise, qui va permettre de déterminer la convention collective applicable. Hein. Pas d'inquiétude, en cas de doute, vous avez des relais, notamment l'inspection du travail, qui peuvent vous accompagner sur la détermination de l'OPCO auprès duquel vous êtes rattaché, et notamment lorsque plusieurs conventions collectives sont applicables au sein de l'entreprise. Hein. Donc là, de la même manière que les fonds d'assurance formation, les OPCO déterminent eux-mêmes leurs propres critères de prise en charge chaque année selon un accord cadre. Donc là encore, si vous êtes assimilé salarié, donc soit vous connaissez l'OPCO auprès duquel vous contribuez et du coup, vous allez directement sur le site de l'OPCO pour connaître les critères de prise en charge et voir si votre formation est totalement ou partiellement prise en charge. Il peut y avoir également chez certains OPCO la prise en charge de salaire et charges, hein, de frais professionnels inhérents au fait que vous vous rendez en formation au lieu de travailler. Et vous avez également, si vous ne savez pas
quel est l'OPCO auprès duquel vous êtes rattaché, la possibilité de prendre attache soit auprès de l'inspection du travail, soit auprès de vos réseaux consulaires pour qu'ils vous accompagnent sur ces dispositifs-là, savoir quel est l'OPCO auprès duquel vous devez solliciter cette demande de prise en charge au regard de formation qui vous intéresserait dans le cadre de votre développement. Attention également, de la même manière que pour les fonds d'assurance formation, les OPCO ne financent pas les formations des dirigeants qui ne se versent pas de rémunération. Je pense notamment quand on est en création d'entreprise et qu'on monte par exemple une SAS ou SASU, la SASU étant la forme unipersonnelle de la SAS, mais globalement, quand on est en SAS et qu'on veut bénéficier par exemple des allocations Pôle emploi en ne se versant pas de rémunération, par exemple la première année, sachez que l'OPCO ne pourra pas financer vos formations puisque vous ne versez pas de rémunération. Il y a toujours une condition de financement qui est pour les uns verser la contribution à la formation professionnelle et pour les autres se verser une rémunération au sein de laquelle la formation professionnelle fait partie des cotisations. Est-ce que J'ajoute pour la partie rémunération que le versement de dividendes pour les personnes qui sont SAS n'est pas considéré comme une rémunération aux yeux des OPCO. Exact. Je précise. Parce qu'ils ne donnent pas lieu aux mêmes cotisations. C'est vrai. Est-ce que c'est clair pour vous? On passe au dernier dispositif et peut-être qu'après, des questions s'enclencheront après en fonction de vos propres besoins. Donc, nous avons également le crédit d'impôt formation. Crédit d'impôt formation qui est un dispositif de remboursement d'heures de formation, donc des dépenses réalisées par certains dirigeants. Donc, l'article 46 de la loi de finances 2023 prolonge le crédit d'impôt formation des dirigeants jusqu'au 31 décembre 2024. Alors, au niveau de ce crédit d'impôt formation, tous les dirigeants d'entreprise, sauf les micro-auto-entrepreneurs, y sont éligibles, et quel que soit le secteur d'activité. Donc, c'est quand même intéressant. Quelles formations sont éligibles au crédit d'impôt formation? En gros, toutes les formations qui rentrent dans le champ de la formation professionnelle continue, peu importe la formation. Et le crédit d'impôt est calculé de la manière suivante. Donc, c'est le produit du nombre d'heures en formation, donc dans la limite de 40 heures par an et par entreprise, fois le taux horaire du SMIC. Donc, en clair, pour les entreprises, cela représente environ, pour une personne qui va passer 40 heures de formation par an, à un crédit d'impôt de 450 €. Il y a une petite précision pour les entreprises de moins de 10 salariés avec un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros. Le crédit est doublé. Donc, jusqu'au 31 décembre 2024, vous pouvez récupérer environ 900 € de crédit d'impôt formation si vous passez 40 heures par an au niveau de l'entreprise en formation. Donc, cette demande se fait directement lorsqu'on fait la déclaration d'impôt, dans la rubrique de ce qui est imputation en crédit d'impôt, ou sinon, vous pouvez vous rapprocher de votre comptable si vous avez des structures plus importantes. Voilà en gros pour ce qui était des dispositifs de financement. J'ajouterai en conclusion que pour les personnes qui sont en situation de handicap et qui du coup auraient besoin d'accompagnement également au regard d'un projet de création ou reprise d'entreprise, vous pouvez également faire appel à l'AGFIP, donc l'association de gestion pour tout ce qui est intégration des personnes en situation de handicap, avec une aide qui peut aller jusqu'à 6 300 € pour un projet de 7 500 €. Et donc, vous devez vous faire accompagner au préalable par un conseiller création-reprise qui sont présents dans nos réseaux consulaires CMA et CCI et qui peuvent vous accompagner sur tout ce qui est dispositif de financement aussi à la création-reprise d'entreprise. Donc, il faut avoir une vision un peu 360 de tous les dispositifs aujourd'hui qui sont mobilisables. Il y en a pas mal, vous les avez vus aujourd'hui, donc autant les mobiliser. Et le conseil en évolution professionnelle est évidemment la porte d'entrée pour tout ça en ce qui concerne les indépendants, mais pas que. Donc n'hésitez pas à nous solliciter et nous serons ravis de vous accompagner. Merci Élodie, merci Timothée. Il n'y a pas de questions
supplémentaires, semble-t-il. Un merci de la part de la première personne qui avait posé sa question, qui était en activité en libéral, donc qui dit avec merci. plaisir. Voilà. Il nous reste une petite minute encore, donc on va peut-être prendre juste là un petit peu le temps, voir si jamais une question arriverait. Mais pas d'obligation non plus. Ah, voilà. Merci beaucoup à nouveau donc pour vos interventions. Ça, c'est la même personne qui le répète. Merci de le répéter. Elle indique qu'elle reviendra vers vous et elle nous souhaite une bonne journée. Et tout le monde dit merci, tout est clair. Donc, a priori, il n'y a pas de questions complémentaires. Donc, je pense qu'on peut se quitter et vous remercier encore une fois de plus pour, merci à vous. Pour votre présence et pour ces informations, du coup, qui étaient très, très claires. Voilà. Passez tous de bonnes fêtes. Merci à vous, de très bonnes fêtes également. Exactement. Et puis, à l'année prochaine. Très bien, sans faute.